Salut à tous! Alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran se poursuit, le conflit s'étend à travers le Moyen-Orient avec de nouvelles frappes signalées, des attaques de missiles au-dessus de grandes villes et des avertissements venus de Washington selon lesquels d'autres cibles iraniennes pourraient bientôt être frappées. La chronologie compte. Il y a 62 jours, les États-Unis ont bombardé l'Iran. Il y a 12 jours, les États-Unis ont commencé à imposer un blocus à l'Iran. Le discours officiel venu de Washington était triomphal, l'Iran était censé voir le résultat, l'opération aurait été extraordinaire, des navires de la marine auraient été neutralisés, certains très grands, en 3 jours. Cela a été présenté comme la fin de la marine. L'armée de l'air aurait été neutralisée. Les communications auraient été neutralisées. Dans le style de gestion de crise de Donald Trump, une conférence de presse peut parfois être traité comme un rapport de champ de bataille, surtout lorsque le champ de bataille n'a pas encore été invité à donner son avis. Mais depuis ce matin, la réponse de Téhéran est passée dans un autre registre. Un haut responsable iranien de la sécurité est apparu à la télévision d'État et a averti le monde que ce que fait l'Amérique recevra bientôt, selon ses mots exacts, une action concrète et sans précédent. Cette formule porte beaucoup de poids. C'est le langage que les gouvernements utilisent avant de faire quelque chose qui ne peut plus être défait. Son poids se comprend mieux à la lumière de tout ce qui s'est déjà produit au cours des 62 jours écoulés depuis le début de cette guerre. Car si ce qui s'est déjà passé ne constitue pas une réponse choc, alors ce qui suivra sera quelque chose que le monde n'a pas vu depuis des décennies. Le prix moyen national d'un gallon d'essence s'établit à 4,30 $ ce matin, le niveau le plus élevé en 4 ans. L'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale a atteint 5% en mars, son rythme le plus rapide depuis mai 2023. Les dépenses mensuelles des consommateurs en biens énergétiques à elles seules ont représenté 42% de l'accélération totale des dépenses en mars. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies avertit que 45 millions de personnes supplémentaires dans le monde pourraient basculer dans la faim si le conflit ne s'apaise pas d'ici le milieu de l'année. Les États-Unis ont maintenant dépensé environ 25 milliards de dollars dans une guerre dont le président avait prédit qu'elle ne durerait pas plus de 6 semaines. Nous en sommes à la 9e semaine. Aucun accord n'est en place. Aucun cessez-le-feu ne tient. Et le niveau de menace venant de Téhéran augmente en proportion directe de la pression économique que Washington applique. La facture, malheureusement, ne semble pas avoir reçu le mémo disant que la victoire devait être rapide, bon marché et prête pour la télévision. Pour comprendre ce que signifie réellement la réponse annoncée par l'Iran et pourquoi l'expression « action sans précédent » est prise au sérieux par les analystes qui couvrent ce dossier professionnellement, il faut reprendre dans l'ordre le bilan complet des 62 derniers jours. Car ce bilan est aussi le récit d'une administration qui a pris une série de décisions, en a encaissé les conséquences sans reconnaissance claire, puis a offert des explications de plus en plus difficiles à soutenir à mesure que les chiffres s'accumulaient. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes surprises contre l'Iran sous le nom opérationnel Epic Fury. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué lors des premières frappes. Son fils a depuis été nommé pour lui succéder. Dans les heures qui ont suivi les premières frappes, le corps des gardiens de la révolution islamique a transmis un message par radio VHF à tous les navires près du détroit d'Ormuz. Aucun navire ne serait autorisé à passer. Le détroit d'Ormuz est une voie navigable de 20 et 1 mille de large avec des chenaux navigables de 2 000 de large. Sa partie la plus étroite traverse les eaux territoriales iraniennes et omanaises. Avant le 28 février, environ 3000 navires l'empruntaient chaque mois. 25% du commerce maritime mondial de pétrole et 20% du gaz naturel liquéfié mondial y transitaient. Quand l'Iran a fermé le détroit, les navires se sont arrêtés. Maersk, CMA, CGM et Hapag-Lloyd ont suspendu tout leur passage dès le premier jour. Les 1 et 2 mars, les données de suivi maritime indiquaient qu'aucun navire ne circulait dans la voie navigable. Pas une baisse du trafic. 0.
Le Brent a bondi de 15% pour atteindre 83 $ le baril au cours de la première semaine. Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de 48 cents le gallon dans les 7 premiers jours. Ces 48 cents ont eu une conséquence matérielle immédiate. Le conducteur américain moyen consomme environ 430 gallons d'essence par année. À 48 cents supplémentaires par gallon, cela représente plus de 200 $ par conducteur en rythme annualisé dès la première semaine. Et ce n'était que le début de ce qui s'accumulait. Au moins 3 pétroliers ont été frappés près du détroit dans les premiers jours, dont un au large d'Oman qui a été incendié. La Royal Navy britannique a noté que, même si la fermeture imposée par l'Iran n'avait aucune valeur juridique formelle en tant que blocus déclaré, la sécurité ne pouvait pas être garantie. L'effet pratique était identique à une fermeture officielle. Les navires sont restés au port où on fait demi-tour. Des centaines de pétroliers se sont retrouvés bloqués dans le golfe Persique, incapables d'atteindre leurs clients. Le 8 mars, alors que les prix augmentaient activement, le secrétaire à l'énergie Chris Wright est apparu à l'émission Face the Nation de CBS et a décrit la situation comme une période temporaire de prix élevés. Le 12 mars, alors que les prix continuaient de grimper, le président Trump a publié sur les réseaux sociaux « Quand les prix du pétrole montent, nous gagnons beaucoup d'argent ». Le bureau du gouverneur de Californie a décrit cette publication comme un aveu extraordinaire selon lequel la hausse des prix de l'essence profite à ces grands donateurs du secteur pétrolier pendant que les familles américaines en assumant le coût. Rien ne dit mieux l'Amérique d'abord que de traiter les prix de l'essence comme un tour de victoire pendant que les familles font leurs calculs à la pompe. Les consommateurs absorbent le coût des prix élevés du pétrole à chaque endroit où le pétrole croise la vie quotidienne. À la pompe, à l'épicerie, dans les factures d'électricité et dans chaque colis qui arrive à leur porte. Le 9 mars, 11 jours après le début de la guerre, le message public de Trump était que la guerre est presque entièrement terminée. Il a aussi affirmé que l'armée iranienne avait été détruite et que le détroit d'Ormuz avait rouvert. Le détroit n'avait pas rouvert. La réalité, malencontreusement, avait omis de s'ajuster au slogan. En quelques jours, il est devenu clair que l'Iran ne se contentait pas de bloquer la voie navigable. Il imposait des frais de passage. Plus de 1 million de $ par navire, au départ, montant passé en quelques jours à 2 millions de $ par navire pour ceux que l'Iran jugeait fortement admissibles. La Chine est passée. La Russie est passée. L'Inde, le Pakistan, les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande ont obtenu l'accès. Les États-Unis, Israël et leurs alliés ne l'ont pas obtenu. Quelque chose a mal tourné au Liban. Quelque chose que l'armée israélienne n'avait pas vu venir. Pas une petite escarmouche, pas un échange de tirs mineurs à la frontière. Ce qui s'est déroulé dans et autour de la ville de Bin Jebeil était beaucoup plus calculé, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus choquant que ce que quiconque dans l'établissement de la défense israélienne avait anticipé. Et pendant une brève fenêtre de temps terrifiante, les soldats israéliens n'avançaient pas. Ils ne poussaient pas vers l'avant. Ils étaient cloués sur place, coupés du reste des forces, et se battaient pour leur survie dans l'une des zones urbaines les plus militarisées de la planète. Voici le récit de ce qui s'est réellement passé, pas la version filtrée par les communiqués de presse, pas les déclarations militaires soigneusement rédigées, mais la réalité brute au niveau du terrain de ce que le Hezbollah préparait depuis des années, et de ce dans quoi Tsahal, l'armée israélienne, est entrée directement. La première chose à comprendre, c'est que Bin Jebeil n'est pas seulement une ville, c'est un symbole, c'est une forteresse. C'est l'endroit où le Hezbollah est né dans le sang et où il a promis de faire payer le prix le plus élevé possible à toute force d'invasion. Et dans le conflit d'automne qui a secoué toute la région, cette promesse a été tenue. Ce qui suit change complètement la façon dont cette guerre doit être comprise. Pendant des semaines avant l'intensification de l'opération terrestre, les frappes aériennes israéliennes avaient pilonné le sud du Liban avec une férocité que la région n'avait pas connue depuis 2006. Des quartiers entiers de Daïeh, la banlieue sud de Beyrouth, avaient été réduits en ruines.
de hauts commandants du Hezbollah étaient éliminés les uns après les autres dans ce qui ressemblait à une opération de renseignement israélienne dévastatrice. Hassan Nasrallah lui-même, le dirigeant historique du Hezbollah, a été tué dans une frappe qui a laissé toute l'organisation sous le choc. De l'extérieur, le Hezbollah semblait s'effondrer. C'était exactement ce que le Hezbollah voulait qu'Israël croie, parce que sur le terrain, dans le sud du Liban, quelque chose de très différent était en train de se passer. Au plus profond de réseaux de tunnels creusés dans la roche solide pendant plus de 2 décennies, les combattants du Hezbollah ne fuyaient pas, ils se repositionnaient, ils attendaient, ils attiraient les forces israéliennes vers eux dans un terrain prêt, cartographié, piégé à l'avance et planifié précisément pour ce type d'affrontement. L'armée israélienne est entrée au Liban avec une force écrasante, colonnes blindées, unités des forces spéciales, équipe du génie, soutien aérien en alerte constante. L'objectif stratégique était clair, repousser le Hezbollah loin de la frontière, détruire l'infrastructure qui avait permis à des milliers de roquettes de s'abattre sur le nord d'Israël et créer une zone tampon de sécurité qui permettrait enfin aux civils israéliens déplacés de rentrer chez eux. C'était une mission qui semblait réalisable sur papier, mais la guerre ne se déroule jamais sur papier. C'est le problème avec les guerres vendues comme des slogans de campagne. La carte ne se met pas à applaudir sur commande. Les premiers jours des opérations terrestres se sont déroulés relativement sans accroc. Les forces israéliennes ont capturé des villages frontaliers, elles ont détruit des sites de lancement de roquettes, elles ont découvert des entrées de tunnels qui confirmaient à quel point le Hezbollah s'était profondément incrusté dans l'infrastructure civile du sud du Liban. L'opération semblait se dérouler selon le plan. Puis, elles se sont approchées de Binj Bay. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut d'abord comprendre la signification de cette ville. Bint Jbeil se trouve à environ 6 km de la frontière israélienne, nichée dans les collines du sud du Liban, entourée de routes sinueuses, de livrées denses et d'un type de terrain qui transforme l'avantage militaire moderne en handicap. C'est une ville d'environ 30 000 habitants dont la vaste majorité avait évacué bien avant l'arrivée des forces israéliennes. Ce qui restait, c'était l'infrastructure, les combattants et un piège préparé depuis 2 décennies. Le nom Bin Jbeil se traduit approximativement par fille de Jbeil. Mais dans la mythologie interne du Hezbollah, elle est souvent appelée autrement la capitale du Sud, le cœur de la résistance, l'endroit où le Hezbollah a planté son drapeau après le retrait d'Israël du Liban en 2000 et où Hassan Nasrallah a prononcé l'un des discours les plus célèbres de l'histoire de l'organisation, déclarant qu'Israël était plus faible qu'une toile d'araignée. Ce discours n'était pas seulement de la rhétorique. C'était une doctrine, une philosophie de champ de bataille, l'idée qu'une résistance asymétrique, la patience, la préparation et la volonté d'absorber les coups, tout en infligeant des pertes disproportionnées, pouvaient user un ennemi technologiquement supérieur. En 2006, Bin Jbeil a mis cette doctrine à l'épreuve et a choqué le monde. Les forces israéliennes sont entrées dans la ville en s'attendant à une avancée rapide. À la place, elles se sont retrouvées dans certains des combats urbains les plus intenses que Tsahal avait connus depuis la guerre du Liban de 1982. Les combattants du Hezbollah, utilisant des missiles anti-chars, des embuscades et des positions préparées, ainsi qu'une connaissance intime de chaque ruelle, de chaque toit et de chaque sous-sol, ont transformé la ville en broyeur. Des soldats israéliens ont été tués, des unités ont été clouées sur place. L'opération qui devait être rapide et décisive s'est transformée en une progression brutale, coûteuse et lente qui a duré des semaines et s'est terminée sans victoire militaire claire. Le Hezbollah a étudié chaque instant de cette bataille. Il a documenté ce qui avait fonctionné, ce qui avait échoué, les endroits où les tactiques israéliennes créaient des vulnérabilités et la façon de rendre la prochaine confrontation encore plus coûteuse. Puis il a passé 18 ans à reconstruire, à se réarmer et à se préparer. Ce que les forces israéliennes ont rencontré cette fois n'était pas le Hezbollah de 2006. C'était quelque chose qui avait évolué, s'était adapté et était devenu sans doute la force militaire non étatique la plus capable de l'histoire de la guerre moderne. Mais ce qui s'est passé ensuite
a tout changé. Alors que les unités blindées israéliennes entraient dans les abords de Bin Jebel, le paysage a changé. Pas visuellement, pas au début. Les bâtiments ressemblaient à ceux de tous les autres villages arabes abandonnés qu'elles avaient traversés. Les routes étaient vides. Le silence était inquiétant, mais pas inattendu dans une ville évacuée sous avertissement israélien. Ce qui avait changé, c'était ce qui se trouvait dessous. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans la manière dont les analystes militaires réfléchissent désormais à l'avenir de la guerre dans cette région. Lorsque l'essaim a frappé, les systèmes de défense américains ont répondu exactement comme prévu. Les systèmes phalanx de défense rapprochés installés sur les navires militaires à proximité ont ouvert le feu. Les plateformes de brouillage électronique se sont activées immédiatement. Les protocoles automatisés de réponse aux menaces ont fonctionné parfaitement selon tous les critères mesurables. Cela n'a rien changé. L'essaim était tout simplement trop nombreux, trop dispersés et trop bas pour être interceptés efficacement. Pour chaque unité neutralisée, 3 autres poursuivaient leur trajectoire de vol. Les systèmes de défense n'ont pas été submergés par la puissance de feu, mais par le volume et la coordination. C'était l'équivalent militaire d'essayer d'arrêter une inondation avec un seau. C'est la leçon centrale qui a secoué les planificateurs militaires américains jusqu'au cœur. Toute la doctrine de la domination militaire américaine dans le Golfe s'est construite autour de l'hypothèse de la supériorité qualitative. De meilleurs avions, de meilleurs navires, de meilleurs capteurs, de meilleures armes. L'hypothèse a toujours été que la technologie américaine serait tellement en avance sur celle de n'importe quel adversaire que la quantité ne pourrait jamais compenser l'écart de qualité. L'Iran vient de prouver que cette hypothèse était fausse, pas avec une seule arme puissante, mais avec des centaines d'armes bon marché et coordonnées. Un slogan peut insister sur une force écrasante, mais un essaim ne s'intéresse pas à l'image de marque de campagne. Les implications stratégiques sont profondes, parce que si l'Iran peut reproduire cette opération, et il y a toutes les raisons de croire qu'il le peut, alors le calcul fondamental de la projection de puissance militaire américaine dans le Golfe a changé. Les groupes aéronavals, autrefois considérés comme essentiellement invulnérables à une attaque iranienne, ont maintenant une nouvelle vulnérabilité profondément inconfortable. Le manuel de guerre asymétrique que les petites nations théorisent depuis des décennies vient de recevoir sa validation concrète la plus spectaculaire. Et la panique à l'intérieur du CENTCOM, le commandement central des États-Unis, ne concerne pas seulement ce qui a été perdu aujourd'hui. Elle concerne ce que cela signifie pour demain. Les commandants militaires se posent maintenant une question qu'ils n'avaient jamais vraiment eu à affronter sérieusement auparavant. Si l'Iran peut aveugler la surveillance américaine avec un essaim, qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser la même approche contre les navires eux-mêmes? Contre les installations portuaires à Bahreïn, contre les bases avancées disséminées à travers la péninsule arabique? La réponse, selon plusieurs analystes de la défense qui se sont exprimés discrètement auprès de journalistes à Washington, est pas grand-chose, du moins pas encore. Parce que la doctrine militaire américaine et les acquisitions n'ont pas suivi le rythme de la menace des essaims. Les systèmes conçus pour contrer ce type d'attaque sont encore largement en développement, encore en phase de test, encore à des années d'un déploiement opérationnel complet sur tous les actifs américains dans la région. L'Iran a frappé pendant la fenêtre de vulnérabilité américaine et il a frappé précisément parce qu'il savait à quel point cette fenêtre pourrait devenir étroite une fois que les capacités américaines anti-ESAM seraient arrivées à maturité. C'était pas du désespoir. C'était une stratégie. Le problème, quand on déclare que chaque crise est sous contrôle, c'est que les adversaires ont le droit de remarquer les parties qui ne le sont toujours pas. Voici ce qui rend les conséquences géopolitiques encore plus compliquées. L'Iran n'a pas revendiqué officiellement la responsabilité. Aucun discours de Téhéran, aucune diffusion triomphale à la télévision d'État, aucune annonce du corps des gardiens de la révolution islamique, seulement le silence. Et l'absence calculée de démenti qui, dans le langage de la guerre hybride moderne, est une forme de communication en soi. Cette ambiguïté délibérée sert parfaitement les objectifs de l'Iran. Elle prive les États-Unis d'un acte de guerre clair et attribuable qui déclencherait une réponse militaire obligatoire.
Elle force les décideurs américains à rester dans cette zone médiane inconfortable entre reconnaître une perte dévastatrice et admettre publiquement qu'ils ne peuvent pas prouver de façon définitive qu'il a fait, même lorsque tout le monde connaît la réponse. Pour une machine politique qui parle couramment le langage de la certitude, c'est un endroit embarrassant où se tenir, assez bruyant pour prendre la pause, pas assez clair pour prouver. C'est une leçon magistrale dans le type de guerre qui se situe juste sous le seuil du conflit conventionnel. Le type de guerre qui inflige de vrais dégâts tout en refusant à l'adversaire une cible claire à frapper en retour. Les conséquences diplomatiques commencent déjà à se propager. Les États arabes du Golfe, qui hébergent des infrastructures militaires américaines, sont discrètement alarmés. Si l'Iran peut frapper les systèmes de surveillance américains avec ce niveau d'efficacité, alors le parapluie de protection que les États-Unis ont longtemps étendu au-dessus de ces pays paraît soudain beaucoup moins fiable. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn réévaluent tous discrètement leurs hypothèses de sécurité aujourd'hui, d'une manière qu'ils ne le faisaient pas hier. Israël observe la situation avec une intensité particulière. La capacité iranienne d'essaim a des implications directes pour l'architecture de défense aérienne israélienne. Si des tactiques similaires d'essaim étaient déployées contre les systèmes de défense aérienne israéliens comme prélude à une frappe plus vaste, les conséquences seraient profondément sérieuses. Et la Russie et la Chine observent depuis une distance confortable avec un intérêt considérable. Parce que ce que l'Iran vient de démontrer est essentiellement une preuve de concept pour une forme de guerre dans laquelle ces deux puissances ont elles-mêmes massivement investi. L'âge des essaims de drones est arrivé et l'armée américaine traverse maintenant les premières étapes inconfortables de l'apprentissage nécessaire pour s'y adapter. À l'intérieur du Pentagone, la réponse d'urgence a déjà commencé. Le CENTCOM a demandé une autorisation d'urgence pour de nouveaux achats de systèmes anti-drones. Le bureau du secrétaire à la Défense a réuni une équipe d'évaluation rapide. La communauté du renseignement travaille à reconstituer exactement comment l'ESM a été construit, comment il a été coordonné et d'où venaient les composants. Parce que beaucoup des technologies critiques présentes dans les drones en SM iraniens sont presque certainement passées par des chaînes d'approvisionnement qui étaient censées être bloquées par les contrôles à l'exportation. Cette enquête apportera ses propres révélations inconfortables. Et dans le Golfe lui-même, les actifs navals américains opèrent aujourd'hui dans une posture fondamentalement différente de celle qu'ils avaient il y a 48 heures. Les navires qui effectuaient des patrouilles de routine sont maintenant repositionnés. Les avions qui suivaient des itinéraires de reconnaissance planifiés sont maintenant cloués au sol ou redirigés. Chaque mouvement est reconsidéré à travers le prisme du nouvel environnement de menace. Les yeux sur lesquels l'Amérique comptait sont éteints et jusqu'à ce qu'une nouvelle couverture de surveillance puisse être établie, les commandants américains dans le Golfe prennent des décisions avec des informations incomplètes dans l'une des régions les plus volatiles de la planète. Ce n'est pas une position confortable pour la plus puissante armée du monde. Il est plus difficile de vendre le contrôle total quand la salle de contrôle demande discrètement où sont passées les lumières. Mais voici la question plus profonde que cet événement nous force à affronter. Et c'est une question qui dépasse la tactique, la technologie et même les enjeux de sécurité immédiats du Golfe. Nous vivons une transformation fondamentale de la nature de la puissance militaire. L'ère des systèmes coûteux, raffinés et de haute précision, qui pouvaient être déployés en petit nombre, est dominée. Le champ de bataille entre en collision frontale avec une nouvelle ère définie par des systèmes bon marché, nombreux et en réseau, capables de submerger n'importe quelle défense individuelle, peu importe son degré de sophistication. Les États-Unis ont bâti leur domination militaire sur un modèle. L'Iran vient de démontrer la viabilité d'un modèle complètement différent. Et la réalité terrifiante, c'est que ce second modèle est accessible à un éventail beaucoup plus large d'acteurs. Il coûte moins cher. Il est plus facile à déployer à grande échelle. Et à mesure que l'intelligence artificielle rend la coordination autonome plus rapide et plus fiable, il ne fera que devenir plus efficace avec le temps. Aujourd'hui, c'était un réseau de surveillance dans le Golfe. Mais la logique de l'essaim ne s'arrête pas au détroit d'Ormuz. Elle ne s'arrête pas à une technologie particulière ni à une géographie particulière.
La question que personne à Washington ne veut prononcer à voix haute en ce moment est simple. Si c'est ce que l'Iran peut faire aujourd'hui, à quoi ressemblera la prochaine version de cette capacité dans 2 ans, dans 5 ans, et qui d'autre l'aura maîtrisé d'ici là? Le CENTCOM est en mode panique, non pas à cause de ce qui a été détruit aujourd'hui. Il est en mode panique à cause de ce que la journée d'aujourd'hui lui dit sur ce qui s'en vient. Et le monde entier vient d'obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera la guerre moderne pour la prochaine génération, que nous ayons été prêts ou non. Le slogan peut survivre au rassemblement politique, mais le champ de bataille n'est pas obligé de le respecter. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé dans la manière dont les analystes militaires réfléchissent désormais à l'avenir de la guerre dans cette région. Lorsque l'essaim a frappé, les systèmes de défense américains ont répondu exactement comme prévu. Les systèmes phalanx de défense, rapprochés, installés sur les navires militaires, à proximité, ont ouvert le feu. Les plateformes de brouillage électronique se sont activées immédiatement. Les protocoles automatisés de réponse aux menaces ont fonctionné parfaitement selon tous les critères mesurables. Cela n'a rien changé. Les SAM étaient tout simplement trop nombreux, trop dispersés et trop bas pour être interceptés efficacement. Pour chaque unité neutralisée, 3 autres poursuivaient leur trajectoire de vol. Les systèmes de défense n'ont pas été submergés par la puissance de feu, mais par le volume et la coordination. C'était l'équivalent militaire d'essayer d'arrêter une inondation avec un seau. C'est la leçon centrale qui a secoué les planificateurs militaires américains jusqu'au cœur. Toute la doctrine de la domination militaire américaine dans le Golfe s'est construite autour de l'hypothèse de la supériorité qualitative. De meilleurs avions, de meilleurs navires, de meilleurs capteurs, de meilleures armes. L'hypothèse a toujours été que la technologie américaine serait tellement en avance sur celle de n'importe quel adversaire que la quantité ne pourrait jamais compenser l'écart de qualité. L'Iran vient de prouver que cette hypothèse était fausse, pas avec une seule arme puissante, mais avec des centaines d'armes bon marché et coordonnées. Un récit de victoire peut être poli en quelques minutes, une doctrine brisée prend beaucoup plus de temps à réparer. Les implications stratégiques sont profondes, parce que si l'Iran peut reproduire cette opération, et il y a toutes les raisons de croire qu'il le peut, alors le calcul fondamental de la projection de puissance militaire américaine dans le Golfe a changé. Les groupes aéronavals, autrefois considérés comme essentiellement invulnérables à une attaque iranienne, ont maintenant une nouvelle vulnérabilité profondément inconfortable. Le manuel de guerre asymétrique que les petites nations théorisent depuis des décennies vient de recevoir sa validation concrète la plus spectaculaire. Et la panique à l'intérieur du CENTCOM ne concerne pas seulement ce qui a été perdu aujourd'hui, elle concerne ce que cela signifie pour demain. Les commandants militaires se posent maintenant une question qu'ils n'avaient jamais vraiment eu à affronter sérieusement auparavant. Si l'Iran peut aveugler la surveillance américaine avec un essaim, qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser la même approche contre les navires eux-mêmes ? Contre les installations portuaires à Bahreïn, contre les bases avancées disséminées à travers la péninsule arabique. La réponse, selon plusieurs analyses de la défense qui se sont exprimées discrètement auprès de journalistes à Washington, est pas grand-chose, du moins pas encore, parce que la doctrine militaire américaine et les acquisitions n'ont pas suivi le rythme de la menace des essaims. Les systèmes conçus pour contrer ce type d'attaque sont encore largement en développement, encore en phase de test, encore à des années d'un déploiement opérationnel complet sur tous les actifs américains dans la région. L'Iran a frappé pendant la fenêtre de vulnérabilité américaine et il a frappé précisément parce que il savait à quel point cette fenêtre pourrait devenir étroite une fois que les capacités américaines anti-SM seraient arrivées à maturité. C'était pas du désespoir. C'était une stratégie. C'est une phrase difficile pour n'importe quel scénario de pression maximale. L'autre camp ne paniquait pas, il choisissait le moment du coup. Voici ce qui rend les conséquences géopolitiques encore plus compliquées. L'Iran n'a pas revendiqué officiellement la responsabilité. Aucun discours de Téhéran, aucune diffusion triomphale à la télévision d'État, aucune annonce du corps des gardiens de la révolution islamique, seulement le silence et l'absence calculée de démenti qui, dans le langage de la guerre hybride moderne, est une forme de communication en soi. Cette ambiguïté délibérée sert parfaitement les objectifs de l'Iran. Elle prive les États-Unis d'un acte de guerre clair et attribuable qui déclencherait une réponse militaire obligatoire. Et
elle force les décideurs américains à rester dans cette zone médiane inconfortable entre reconnaître une perte dévastatrice et admettre publiquement qu'ils ne peuvent pas prouver de façon définitive qu'il a fait, même lorsque tout le monde connaît la réponse. Ce n'est pas le décor idéal pour un message de dur à cuire quand les preuves refusent de se ranger gentiment derrière le podium. C'est une leçon magistrale dans le type de guerre qui se situe juste sous le seuil du conflit conventionnel. Le type de guerre qui inflige de vrais dégâts tout en refusant à l'adversaire une cible claire à frapper en retour. Les conséquences diplomatiques commencent déjà à se propager. Les États arabes du Golfe qui hébergent des infrastructures militaires américaines sont discrètement alarmés. Si l'Iran peut frapper les systèmes de surveillance américains avec ce niveau d'efficacité, alors le parapluie de protection que les États-Unis ont longtemps étendu au-dessus de ces pays paraît soudain beaucoup moins fiable. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn réévaluent tous discrètement leurs hypothèses de sécurité aujourd'hui d'une manière qu'ils ne le faisaient pas hier. Israël observe la situation avec une intensité particulière. La capacité iranienne d'ESSEM a des implications directes pour l'architecture de défense aérienne israélienne. Si des tactiques similaires d'essaim étaient déployées contre les systèmes de défense aérienne israéliens comme prélude à une frappe plus vaste, les conséquences seraient profondément sérieuses. Et la Russie et la Chine observent depuis une distance confortable, avec un intérêt considérable. Parce que ce que l'Iran vient de démontrer est essentiellement une preuve de concept pour une forme de guerre dans laquelle ces deux puissances ont elles-mêmes massivement investi. L'âge des essaims de drones est arrivé et l'armée américaine traverse maintenant les premières étapes inconfortables de l'apprentissage nécessaire pour s'y adapter. À l'intérieur du Pentagone, la réponse d'urgence a déjà commencé. Le CENTCOM a demandé une autorisation d'urgence pour de nouveaux achats de systèmes anti-drones. Le bureau du secrétaire à la Défense a réuni une équipe d'évaluation rapide. La communauté du renseignement travaille à reconstituer exactement comment l'ESSEM a été construit, comment il a été coordonné et d'où venaient les composants. Parce que beaucoup des technologies critiques présentes dans les drones en essaim iranien sont presque certainement passées par des chaînes d'approvisionnement qui étaient censées être bloquées par les contrôles à l'exportation. Cette enquête apportera ses propres révélations inconfortables. Et dans le Golfe lui-même, les actifs navals américains opèrent aujourd'hui dans une posture fondamentalement différente de celle qu'ils avaient il y a 48 heures. Les navires qui effectuaient des patrouilles de routine sont maintenant repositionnés. Les avions qui suivaient des itinéraires de reconnaissance planifiés sont maintenant cloués au sol ou redirigés. Chaque mouvement est reconsidéré à travers le prisme du nouvel environnement de menace. Les yeux sur lesquels l'Amérique comptait sont éteints, et jusqu'à ce qu'une nouvelle couverture de surveillance puisse être établie, les commandants américains dans le Golfe prennent des décisions avec des informations incomplètes dans l'une des régions les plus volatiles de la planète. C'est pas une position confortable pour la plus puissante armée du monde. La version de la salle de presse peut encore sembler confiante, mais la confiance est plus facile à fabriquer que la visibilité au-dessus du Golfe. Mais voici la question plus profonde que cet événement nous force à affronter. Et c'est une question qui dépasse la tactique, la technologie et même les enjeux de sécurité immédiats du Golfe. Nous vivons une transformation fondamentale de la nature de la puissance militaire. L'ère des systèmes coûteux, raffinés et de haute précision, qui pouvaient être déployés en petit nombre et dominer le champ de bataille, entre en collision frontale avec une nouvelle ère définie par des systèmes bon marché, nombreux, et en réseau, capables de submerger n'importe quelle défense individuelle, peu importe son degré de sophistication. Les États-Unis ont bâti leur domination militaire sur un modèle. L'Iran vient de démontrer la viabilité d'un modèle complètement différent. Et la réalité terrifiante, c'est que ce second modèle est accessible à un éventail beaucoup plus large d'acteurs. Il coûte moins cher, il est plus facile à déployer à grande échelle. Et à mesure que l'intelligence artificielle rend la coordination autonome plus rapide et plus fiable, il ne fera que devenir plus efficace avec le temps. Aujourd'hui, c'était un réseau de surveillance dans le Golfe. Mais la logique de l'ESSEM ne s'arrête pas au détroit d'Ormuz.
elle ne s'arrête pas à une technologie particulière ni à une géographie particulière. La question que personne à Washington ne veut prononcer à voix haute en ce moment est simple. Si c'est ce que l'Iran peut faire aujourd'hui, à quoi ressemblera la prochaine version de cette capacité dans 2 ans, dans 5 ans, et qui d'autre l'aura maîtrisée d'ici là? Le CENTCOM est en mode panique, non pas à cause de ce qui a été détruit aujourd'hui, il est en mode panique à cause de ce que la journée d'aujourd'hui lui dit sur ce qui s'en vient. Et le monde entier vient d'obtenir un aperçu de ce à quoi ressemblera la guerre moderne pour la prochaine génération, que nous ayons été prêts ou non. Et c'est la partie qu'aucune formule de rassemblement politique ne peut adoucir. L'avenir de la guerre arrive plus vite que la vieille politique de performance ne peut l'expliquer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.